Merci de nous suivre, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à cette édition. Nous revenons sur cette aide importante de l'Afrique du Sud au Mali, un don d'une valeur de 4,591 milliards de francs CFA. Il est composé de maïs, d'huile, de sucre et du lait. La cérémonie de remise était présidée par le professeur Dioncounda Traoré, président de la République par intérim, en présence de plusieurs autres personnalités. Mahamadou Doumbia était présent également et voici son compte rendu. Du maïs, de l'huile, du sucre, du lait et du thé pour une valeur de plus de 4,591 milliards de francs CFA, c'est le don que vient de faire l'Afrique du Sud pour le Mali. Consciente que depuis janvier 2012, notre pays traverse des moments très difficiles engendrés par des terroristes et narcotrafiquants, l'Afrique du Sud, par ses gestes, vient tout simplement au secours d'un pays ami de très longue date. Les barons de la drogue associés de narcotrafic ont apporté les misères dans les villages et les régions entières au nord du pays. Notre ministre de Relations internationales et de la coopération a alors que décidé que l'Afrique du Sud ne peut pas rester les bras croisés et regarde un pays ami comme le Mali traverse de telles difficultés. La création d'un département en charge de l'action humanitaire répond de ce souci constant du gouvernement de porter secours à nos populations en difficulté. Aujourd'hui, Monsieur le Président, l'aide que nous recevons est constituée de 3100 tonnes de maïs, dont 955 déjà réceptionnés à Bamako, 2100 tonnes de sucre, dont 993 actuellement dans les magasins, 84 tonnes de lait, dont 33 réceptionnés, et 60 000 bidons d'huile de 20 litres en provenance de la Côte d'Ivoire, dont 36 265 sont déjà présents au Mali. Les relations entre l'Afrique du Sud et le Mali qui existent depuis longtemps se raffermissent d'année en année. Mieux, le partenariat entre nos deux pays doit être encore plus fort pour la reconstruction des régions du nord du Mali, où tout est à reprendre. C'est la preuve que la qualité des relations entre le Mali et l'Afrique du Sud est exceptionnelle. Ces relations ne datent pas d'aujourd'hui. Elles ont été forgées par l'histoire, la longue et passionnante histoire de l'Afrique du Sud, qui se battait contre l'apartheid pour la justice et pour la dignité de l'homme tout court. Nelson Mandela, Steve Biko, Walter Sisulu, Oliver Tambo et d'autres noms célèbres ont été de ce combat. J'exhorte l'Afrique du Sud a assisté davantage la région de Tombouctou. Je me fais également l'avocat des populations du nord du Mali pour inviter votre pays, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, à soutenir l'État malien dans l'important programme multidimensionnel qui se dessine pour la reconstruction des régions du nord. Tombouctou, Gao, Kidal et Mopti dans sa région septentrionale. J'attache un prix particulier à la relance du volet de la cimenterie de Ombori, dans lequel votre pays a déjà investi beaucoup de temps, d'énergie et de ressources. Soyez aussi mon interprète, Monsieur l'ambassadeur, pour remercier à mon nom et au nom du peuple malien le président Jacob Zuma et le peuple sud-africain pour le financement de l'impressionnant volet humanitaire de notre pays. Déjà après cette cérémonie, un convoi humanitaire de 8 camions affrétés par le département en charge de l'action humanitaire en direction de Gao était déjà prêt. Ils sont remplis de riz, de mil, de sucre, de lait, d'huile et de couscous. Un autre geste de solidarité, 500 millions de francs CFA, c'est le soutien que la SENSAD apporte au Mali. Le fonds est destiné à appuyer les opérations de la MISMA. Le secrétaire général par intérim de la SENSAD, Ibrahim Sani Abani, a symboliquement remis le chèque au président de la République par intérim et juste après, le chef de l'État a reçu des représentants du collectif des ressortissants du Nord. Ils étaient venus annoncer au président Traoré l'organisation d'un forum sur la situation politique et sécuritaire au Mali. Le point de ces deux audiences avec Ibrahim Traoré. La SENSAD apporte son soutien financier au Mali. Elle met dans la cagnotte 500 millions de francs CFA.
La somme est destinée à appuyer la force africaine en mission au Mali. C'est une décision prise récemment en N'Djamena au Tchad à l'issue du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CENSAD. Les chefs d'État ont convenu de réaffirmer leur attachement à la souveraineté, à l'unité, à l'intégrité territoriale du Mali, également leur soutien à tous les efforts menés par le gouvernement malien pour restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire, afin que puissent être créées les conditions d'un déroulement sans accroc de la feuille de route et donc de l'organisation dans les délais convenus des élections. Le chef de l'État par intérim a également reçu certains représentants du collectif des ressortissants du Nord. Au menu de leur entrevue, l'évolution de la situation politique et sécuritaire du pays. Sur la question, le Coren envisage d'organiser un grand forum le mois prochain à Bamako. Les participants à ce forum, c'est l'ensemble des forces vives maliennes. Les ressortissants du Nord, les communautés du Nord à travers les représentants légitimes, les notabilités du Nord, mais également les communautés des autres régions du Mali, la diaspora, mais également des organisations internationales qui disposent de compétences avérées dans les différents thèmes qui sont donc prévus au forum. La date précise de la rencontre sera communiquée dans les prochains jours, indique le président du collectif des ressortissants du Nord. Et justement, nous poursuivons avec les nouvelles du nord du Mali où certaines zones se préparent pour l'organisation des élections. Pour voir la faisabilité de ce scrutin du 31 juillet, une mission de la CENI a séjourné à Tombouctou. Les responsables ont échangé avec les autorités communales, la CENI locale, les membres du comité de crise et les notables. C'est un reportage de la DIRPA avec la voix de Adama Djimdi. La mission conduite par le président de la CENI qui vient de séjourner à Tombouctou avait un objectif précis. Il s'agit pour nous de faire le point de nos démembrements, savoir quels sont ceux qui sont sur place, qu'est-ce qui manque au démembrement pour pouvoir effectivement les équiper afin d'entamer pleinement les activités de terrain en rapport avec les élections. Les préparatifs sur le terrain dépendent a priori du retour de l'administration. Je pense que le chronogramme que le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire a prévu, ce chronogramme prévoit le retour de l'administration dans toutes les régions nord avant une certaine date. Si mes souvenirs sont bons, je pense que plus tard, au mois d'avril-mai, l'administration doit être retournée dans les zones libérées. Si cela est fait, nous, CENI, nous serons prêts aussi à côté de l'administration. Tombouctou, comme partout au Mali, les élections constituent la préoccupation majeure après la libération du pays. Recevoir aujourd'hui le président de la CENI pour discuter de la faisabilité des élections, je suis vraiment très heureux et je pense que ça pourra quand même désormais éclairer tous les Maliens que les élections sont possibles et les élections se feront, Inch'Allah. Quant aux membres du comité de crise, ils ont une autre lecture de la situation. Tant qu'il n'y a pas des autorités bénéficiant de la confiance des gens, bénéficiant également du suffrage de toutes les communautés, il va être difficile d'avoir les coups de franche pour pouvoir poser des actes, surtout à un moment où on a besoin de consensus. Cette première mission de la CENI au nord du pays est un signal fort que tout est possible avec l'engagement des différents acteurs. Sport, football, Coupe d'Afrique des Nations Junior Algérie 2013. C'est aujourd'hui que le Mali fera sa deuxième sortie contre la République démocratique du Congo au compte de la deuxième journée dans le groupe B. Pour cette rencontre, l'objectif de Ali Irango et de ses partenaires est très simple, empocher les 3 points de la victoire, toute chose qui assurera une place en demi-finale et le ticket pour la Coupe du Monde de leur catégorie. Alors, comment les Aiglons se préparent-ils ce rendez-vous important? La réponse avec nos envoyés spéciaux à Oran, Mamadou Sidibé, Ousmane Dao. Après l'euphorie de la victoire contre le Nigeria en match inaugural de ce groupe B, les Aiglons se tournent à présent vers la République démocratique du Congo. Une rencontre différente de la première à cause de l'enjeu pour les nôtres parce qu'une victoire assure le ticket pour les demi-finales, mais aussi la qualification à la Coupe du Monde de leur catégorie. C'est pourquoi le match est préparé avec toujours la même envie de gagner, le sérieux et la concentration pour aborder de façon sereine le rendez-vous de la RD Congo.
c'est une petite finale pour nous. C'est un match très, très, très important pour nous. J'ai confiance aux jeunes. Et puis, il a la force. Ils ont envie de jouer. Ils ont la volonté. Le mental qui est très, très important. Mentalement, ils sont sur place. Ça, c'est un atout pour moi. On va préparer les matchs comme les matchs passés. Bon, on va essayer de parler entre nous. On va préparer mentalement, physiquement pour gagner les matchs. Pour continuer leur envol dans cette 18e Coupe d'Afrique des Nations juniors, les Aiglons peuvent compter sur le soutien de tout le peuple malien, même s'ils sont loin car ils représentent le drapeau national. Au peuple malien, je dirais de croire en leur équipe et de soutenir leur équipe. J'ai déjà dit aux joueurs qu'en les envoyant ici, le peuple malien fait d'énormes sacrifices. Donc le peuple compte sur eux vraiment pour leur apporter un peu d'éclaircie dans cette situation que nous vivons aujourd'hui. Le peuple compte sur eux aussi pour faire rayonner le nom du Mali à travers le monde. Le peuple compte sur eux pour hisser très haut le drapeau malien. À présent, la balle est dans le camp des protégés de Moussa Keïta Dougoutigi, même si le football rime avec confiance et méfiance, car un match n'est jamais joué d'avance, surtout dans les compétitions de jeunes. Pour cette deuxième sortie, l'équipe comptera sur le retour de suspension du défenseur Mahamadou Traoré de l'AS Bakary Diong et de l'avancement du Djoliba AC Mahaman Sissé qui reviennent blessure. Mali, République démocratique du Congo, c'est ce mercredi à partir de 16h30 au stade du 19 juin à Oran en Algérie. Voilà, Ousmane l'a dit, Mali, République démocratique du Congo, c'est à partir de 16h30 minutes. Le dossier du jour à présent qui traite de la forte chaleur en ce mois de mars, ses causes et ses impacts sur la santé des populations, surtout celle des enfants. Cette année, la canicule a débuté avec une température de 39 degrés contre 35 à la même période en 2012. Quelles sont les causes et les conséquences de cette chaleur précoce et surtout comment s'en protéger? Pour le savoir, nous avons approché les spécialistes de la météo et des médecins. C'est une enquête de Ramata Konati. Le mois de mars est une période difficile en raison de la forte chaleur. Cette année, la canicule a commencé avec une température de 39 degrés contre 35 à la même période en 2012. À quoi est due cette forte chaleur? Elle est due à la variation de pression entre l'Europe et 20 degrés nord, qui est communément appelée oscillation arctique. Mais pour le cas spécifique de cette année, on a une oscillation arctique qui a un indice négatif. Si vous voyez au niveau de l'Europe ces 2 derniers jours, vous voyez qu'il y a une chute de neige terrible. Si tu prends l'altitude, dans les 12 000 mètres d'altitude, nous avons des vents qui atteignent 150 à 200 km/h. Donc ça pousse vers nous. En ce moment, au niveau du Sahara, il y a un certain refroidissement. Donc une fois que ça traverse, ça vient chez nous. Donc on a la chaleur, mais on a aussi l'air qui est humide. L'humidité conjuguée à la chaleur, donc vous voyez que pour rien, on transpire. À cause de cette interconnexion entre l'atmosphère, l'océan et la terre, le centre et le sud du pays, dont Bamako, connaissent une température qui varie entre 40 et 45 degrés. Cette chaleur a des conséquences sur la santé des populations, surtout celle des personnes âgées et des enfants. D'abord, l'enfant peut présenter des crampes. Ces crampes peuvent intéresser les membres, notamment les doigts. Mais l'enfant peut aussi présenter des états d'agitation, des cris, et même il s'épuise au moindre effort physique. La forte chaleur est aussi à la base de certaines affections ou maladies de la peau. Tout d'abord, on a les enfants qu'on voit beaucoup en consultation pendant la chaleur pour la bourbouille, communément appelée terani en bambara. Les parents appliquent beaucoup de produits là-dessus, ce qui fait que parfois même ça devient de certaines maladies qu'on appelle ici l'eczéma, c'est-à-dire comme une allergie qui gratte énormément. Il y a également les dermites d'irritation des couches. Parce que comme vous savez, les mamans mettent les couches en plastique qui ferment toute la journée tout ce qui est les fesses, les organes génitaux des enfants. Il y a parfois donc des rougeurs au niveau des fesses, donc une forte irritation qui est exagérée en plus par toutes les poudres qu'on met là-dessus et qui s'infectent. Également chez les femmes dépigmentées, il y a un risque de cancérisation de la peau.
À ces conséquences de la canicule s'ajoutent d'autres malaises qui perturbent le bien-être des personnes. Bon, ça dérange beaucoup, les gens n'arrivent pas à dormir et il faut aussi boire beaucoup d'eau. Donc là, on est beaucoup en difficulté, c'est surtout le problème d'eau. Actuellement, on a des problèmes, même dans les puits, on n'arrive pas à boire de l'eau. Il fait extrêmement chaud, parce que moi j'ai eu la malchance de revenir tout de suite dimanche dernier de l'Europe. Alors on m'avait prédit quand même 38 degrés, mais là je vois sur mon compteur quand même 44 degrés. Si l'énergie alors avait pu assurer, alors on aurait dû pouvoir réglementer un peu avec les ventilos et les climatisations. Les gens doivent vraiment prendre des précautions, sinon pour cette année ça s'annonce vraiment très mal. Pour être à l'abri des impacts négatifs de la chaleur, plusieurs comportements sont à éviter. Il s'agit surtout d'éviter de mettre des habits chauds ou lourds sur les nouveau-nés, de se promener sous le soleil ardent, de dormir dans une chambre hermétiquement fermée ou de mettre des chaussures fermées. Par contre, certaines dispositions peuvent être prises en vue d'amoindrir les effets de la chaleur. Tout petit, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 6 mois, même si elles sont à l'allaitement, elles doivent être aussi supportées par leur maman, leur donner à téter fréquemment. Et ceux qui ont l'âge de boire de l'eau, très souvent il faut les assister pour qu'ils puissent boire de l'eau. La première des choses, c'est éviter tous les produits irritants. Pendant la chaleur, tous les savons parfumés. Il faut revenir à nos savons simples, comme les savons Koulikoro qui sont sans odeur. Également chez les adultes, vraiment les tissus en wax. Nos tissus traditionnels sont les bienvenus. Éviter les couches. Chez les enfants, les couches toute la journée en outrance. Des gestes simples qui peuvent sauver les uns et les autres en attendant la baisse de la température. Une diminution étant prévue dans les jours à venir, assurent les spécialistes du climat. La moyenne sera dans les plus courts délais vers les 38 degrés. Bon à savoir, si cette forte chaleur continue et avec une certaine humidité provoquant la mousson, cela pourrait favoriser l'arrivée des premières pluies. Celles-ci, selon les prévisions de la météo, sont attendues en mai. Et ce sera tant mieux. Actualité hors du Mali, direction le Kenya pour parler justice. La défense du tout nouveau président kenyan, Uhuru Kenyatta, demande l'abandon des charges. À raison le non-lieu prononcé par un témoin clé. La Cour pénale internationale n'a fait aucune déclaration quant à sa décision. Le procès du tout nouveau président devrait s'ouvrir en juillet prochain pour crime contre l'humanité. Uhuru Kenyatta, le tout nouveau président kényan, sera-t-il jugé par la Cour pénale internationale? Son procès devait débuter en juillet pour crime contre l'humanité durant les violences post-électorales de 2007-2008. Mais lundi, ses avocats ont réclamé l'abandon de la procédure. Motif, un non-lieu a été prononcé récemment pour son co-accusé Francis Mutora suite à la rétractation d'un témoin clé. Les preuves contre M. Mutora qui ont mené à l'abandon des poursuites sont exactement les mêmes que dans le cas de M. Kenyatta. Mais pour le bureau du procureur, pas question d'abandonner. Avec ou sans ce témoin, les preuves existent. Dans ce café de Nairobi, l'audience a été suivie de près. Et ici, on s'interroge sur le bien-fondé des poursuites. L'un n'a pas de preuves, l'autre dit qu'il en a, mais elles viennent d'où ces preuves? Si les charges ont été abandonnées contre Mutora, de quelles preuves spécifiques dispose-t-il pour aller jusqu'au procès avec Kenyatta? Les juges de la Cour pénale internationale n'ont pas donné de date pour leur décision. S'ils maintiennent les charges contre Uhuru Kenyatta, celui-ci sera alors le premier président en exercice à faire l'objet d'un procès devant la CPI. 4 sujets pour faire le point de l'actualité africaine. Le référendum validé au Zimbabwe, en République démocratique du Congo. Le gouverneur de la province de l'Équateur est devant la Cour suprême pour détournement de fonds. L'ancien président brésilien Lula, lui, est en visite au Bénin. Mais d'abord, ce signe de vie des otages français. Seconde preuve de vie des otages français enlevés au Cameroun. La vidéo, qui daterait du 15 mars, a été envoyée à des médias nigérians. Dessus, le français Tanguy Moulin-Fournier évoque les conditions de détention très dures pour sa femme, ses 4 enfants et son frère. Il relaie aussi la demande de ses ravisseurs de libérer des membres de Boko Haram emprisonnés au Nigeria et au Cameroun. Sur la bande, on entend également un homme s'exprimant en Haoussa
qui se présente comme un membre de la secte islamiste Boko Haram. La nouvelle constitution massivement approuvée au Zimbabwe, selon la commission électorale, le oui l'a emporté à 94% lors du référendum de samedi. Le texte adopté prévoit une réduction des pouvoirs et des mandats du président, mais supprime le poste de Premier ministre. C'est aussi une remise des compteurs à zéro. Des élections générales sont prévues cet été. L'inamovible président Mugabe pourra ainsi se présenter à nouveau contre son rival Morgan Tsvangirai. À la une des journaux congolais, la destitution du gouverneur de la province de l'Équateur. Jean-Claude Bendé, révoqué, est maintenant devant la justice. Lundi, il comparaissait devant la Cour suprême pour détournement de fonds et haute trahison. Les députés de sa province ont voté une motion de défiance contre lui. Ils l'accusent de payer une milice privée de 500 combattants avec les fonds du gouvernorat. Jean-Claude Bendé a tout nié en bloc lors de cette première audience. L'ancien président brésilien s'intéresse au Bénin. Lula était à Cotonou en compagnie d'une délégation d'hommes d'affaires. Hydrocarbures, transport, tourisme, les Brésiliens ont envie d'investir au Bénin. Les deux pays ont aussi fait le point sur leur coopération pétrolière au travers de la Compagnie nationale de pétrole du Brésil, Petrobras. Voilà, c'est la fin de ce journal. La grande édition de 20h vous sera présentée par Andé Sissoko. Merci de rester sur leur thème. Nos programmes se poursuivent.